Bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour passer en revue les principales informations de ce jour. Le centre de recherche israélien Alma affirme que le Hezbollah dispose d'un réseau de tunnels souterrains d'ampleur stratégique au Liban Sud. Certains s'étendent sur les dizaines de kilomètres, permettant au parti chiite de déplacer ses forces discrètement entre plusieurs zones. Cette révélation intervient après des frappes israéliennes dans la nuit du 8 décembre contre des positions du Hezbollah à Eklim al-Toufah, visant un centre d'entraînement de l'unité Radwan et des sites de lancement de roquettes. Selon Alma, ces tunnels relient les trois zones clés du Hezbollah, Beyrouth, la Bekaa, le Liban Sud, ainsi que ces lignes de défense dans un projet surnommé la Terre des tunnels développé depuis 2006 avec l'aide de l'Iran et de la Corée du Nord. Le centre estime que cette infrastructure représente un défi stratégique majeur pour Israël, compliquant la surveillance et la neutralisation des capacités du Hezbollah. À la faculté des beaux-arts de l'université libanaise, l'art devient un terrain de lutte et de transformation. Pendant 3 jours, les WeHub Art Exhibition offrent une scène aux jeunes créateurs qui interrogent, bousculent et réinventent les notions de genre, d'égalité et d'engagement social. Une immersion dans une exposition où chaque œuvre est un acte de prise de parole. À Beyrouth, un souffle artistique et engagé résonne au cœur de la faculté des beaux-arts de l'université libanaise. Pendant 3 jours, les WeHub Art Exhibitions dévoilent des créations de jeunes artistes déterminés à faire bouger les lignes. Organisé par Expertise France et les Women Empowerment Hub, en collaboration avec la faculté des beaux-arts, cet événement met en lumière les projets inspirés par 3 grands combats, l'égalité de genre, la participation des jeunes et le changement social. À travers peinture, installations visuelles et œuvres conceptuelles, ces étudiants racontent des histoires intimes mais universelles. Leur créativité s'inscrit dans le cadre des 16 Days of Activism, une campagne mondiale contre les violences basées sur le genre. L'objectif est de donner aux jeunes un espace pour s'exprimer, questionner et proposer des visions nouvelles pour la société. Du 10 au 12 décembre, la faculté des beaux-arts, branche de Furnishibig, devient un véritable laboratoire d'idées où l'art se fait outil de dialogue et parfois même moteur de changement. À 2 semaines de Noël, l'économie libanaise tourne au ralenti. Les ménages serrent les budgets et les commerçants tentent de s'adapter. Les fêtes de fin d'année s'annoncent incontestablement sous le signe de la prudence. Reportage. À l'approche des fêtes, les décorations s'installent, mais l'ambiance n'est pas vraiment à la consommation. Dans ce magasin d'électronique, Jason, étudiant et employé, range les rayons et étiquette les prix. Pour lui, cette période qui était autrefois florissante est devenue une saison de petits achats, calculés au centime près. Il n'y a pas beaucoup de ventes, mais avec les fêtes, on espère accueillir plus de monde. Pendant cette période, les gens viennent acheter des cadeaux pour leur famille et leurs amis. Comme vous pouvez le voir, nous avons tout ce qu'il faut. Téléphone portable, accessoires électroniques, idées cadeaux, vraiment de tout. Et pour les prix, on essaie de les ajuster au mieux pour satisfaire tout le monde. Quelques rues plus loin, changement de décor. Dans une petite supérette, Bilal prépare le café, range les produits et observe le même phénomène, mais avec encore plus de pessimisme. Il n'y a pas d'ambiance de fête comme on devrait l'avoir. Rien du tout. Les gens sont à bout de souffle. Il n'y a pas assez d'activité dans les commerces. Ils essaient de se préparer pour les fêtes, mais il n'y a aucune perspective économique positive à long terme. Plus personne n'a d'argent. Tout le monde achète seulement le nécessaire, l'essentiel, et à n'importe quel prix, parce qu'ils en ont besoin. Mais pas plus, je vous le dis franchement. À 2 semaines de Noël, l'essentiel prend le dessus sur le superflu. La magie des fêtes n'a pas disparu, mais elle est désormais rangée derrière une bataille quotidienne, celle de la survie économique.
Du Liban aux Émirats arabes unis, l'intelligence artificielle est en passe de devenir le nouveau moteur économique du pays. À Dubaï, un gigantesque campus de l'IA sort de terre et symbolise une stratégie ambitieuse, réduire la dépendance au pétrole en misant sur la technologie. Avec plus de 147 milliards de dollars investis en 2 ans, les Émirats veulent s'imposer comme une puissance mondiale de l'IA, mais cette course effrénée ne garantit pas encore leur victoire. Un immense chantier dans le désert de Dubaï pourrait bien redessiner l'avenir des Émirats arabes unis. Le pays mise massivement sur l'intelligence artificielle pour diversifier son économie. Un pari audacieux, soutenu par des investissements colossaux et des partenariats internationaux. Sous un soleil écrasant, les structures prennent forme. L'un des plus grands parcs de centres de données au monde est en construction. Un campus de 26 km² capable demain de desservir jusqu'à 4 milliards de personnes dans un rayon de 3200 km. À la manœuvre, la filiale Khazna Data Centers du groupe émirati J42. Objectif affiché, attirer les meilleurs partenaires mondiaux et faire des Émirats une nation entièrement tournée vers l'IA. OpenAI, le géant américain, a déjà réservé 1 gigawatt de capacité sur les 5 que comptera le futur centre. Abu Dhabi n'y va pas à moitié, plus de 147 milliards de dollars engagés ces 2 dernières années dans l'intelligence artificielle entre projets nationaux et investissements massifs en France et aux États-Unis. Les Émirats ont été pionniers, premier pays au monde à nommer un ministre de l'intelligence artificielle en 2017, première université dédiée en 2019 et l'enseignement de l'IA désormais obligatoire dans les écoles. Le pays peut compter sur 2 atouts majeurs, une énergie abondante, telle le pétrole, le gaz, le solaire, et une main-d'œuvre internationale, puisque 90% de la population est composée d'expatriés. Pour soutenir cette stratégie, les Émirats courtisent Washington sans se détourner de Pékin. Ils ont obtenu l'autorisation américaine d'importer des puces avancées de Nvidia, tandis que Microsoft investit 1,5 milliard de dollars dans J42 et prévoit plus de 15 milliards de dollars supplémentaires d'ici 2029. Dans le même temps, les fonds souverains émiratis détiennent des participations stratégiques dans les géants chinois de l'IA. Sur place, la recherche avance, modèle open source développé par J42, IA de raisonnement présenté par l'université Mohammed Ben Zayed et le laboratoire Falcon lancé par Nvidia. Une production locale de technologies considérée comme essentielle pour préserver la souveraineté numérique. Mais malgré ces moyens colossaux, l'avenir reste incertain. Les experts le rappellent, personne ne sait encore quelle stratégie triomphera dans cette course mondiale. Un secteur où certains acteurs gagneront et d'autres perdront. Les Émirats veulent devenir l'un des centres mondiaux de l'intelligence artificielle, mais entre concurrence internationale, enjeux technologiques et dépendance aux partenaires étrangers, le chemin reste long. Une chose est sûre, le pays voit déjà dans l'intelligence artificielle ce que le pétrole fut au siècle dernier, son ticket vers l'avenir. L'UNESCO a dévoilé en 2025 une nouvelle série d'inscriptions au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Chant ancestral des Alpes, cuisine italienne célébrée dans le monde entier, fête lumineuse de Diwali en Inde, ces traditions rejoignent désormais la prestigieuse liste témoignant de la richesse et de la diversité culturelle que les communautés cherchent à préserver face à la mondialisation et aux mutations sociales. Des Alpes à l'Inde, de la Méditerranée à l'Amérique latine, les traditions vivantes continuent d'écrire l'histoire. Cette année, l'UNESCO a ajouté plusieurs pratiques emblématiques à sa liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Un geste fort pour protéger des cultures millénaires parfois menacées. Réunis en session annuelle, les experts de l'UNESCO ont inscrit une nouvelle série de traditions culturelles en 2025, reflétant un large éventail de pratiques rituelles, gastronomiques et artistiques. Parmi les ajouts marquants figure le yodel, ce chant alternant voix de poitrine et voix de tête transmis depuis des siècles dans les villages alpins.
Au-delà de sa dimension musicale, le yodel est un art communautaire qui accompagnait autrefois les bergers dans les montagnes. L'UNESCO reconnaît aujourd'hui son rôle essentiel dans l'identité alpine. Autre inscription majeure, la cuisine italienne, des techniques artisanales de fabrication des pâtes aux recettes régionales transmises en famille, l'UNESCO consacre un patrimoine où gastronomie, convivialité et savoir-faire local ne font qu'un. Un hommage à une culture culinaire qui s'enseigne autour de la table depuis des générations. L'Inde voit également reconnaître Diwali, la grande fête des Lumières célébrée par des millions de personnes. Des rangées de petites lampes, symbole de la victoire de la lumière sur l'obscurité, aux rituels familiaux, Diwali représente un moment de partage et de renouveau spirituel dont l'influence dépasse les frontières de l'Inde. D'autres traditions rejoignent la liste, comme des techniques de tissage sud-américaines, des rituels agricoles africains ou encore des chants océaniens en voie de disparition. Toutes sont confrontées à des défis: urbanisation, déclin des langues locales, montée du numérique. Avec ces nouvelles inscriptions, l'UNESCO rappelle que le patrimoine immatériel est un héritage vivant que les communautés doivent préserver et transmettre. En 2025, plus que jamais, ces traditions racontent l'histoire des peuples et leur capacité à faire perdurer ce qui les unit. Et maintenant à Paris, l'ancien président français Nicolas Sarkozy fait de nouveau l'actualité. Condamné dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, est brièvement incarcéré. Il publie Journal d'un prisonnier, un ouvrage dans lequel il raconte ses 3 semaines de détention. Une sortie littéraire qui relance le débat autour de son procès et de sa vision des faits. À Paris, Nicolas Sarkozy revient au premier plan avec la sortie de son nouveau livre, Journal d'un prisonnier. Un récit personnel de ses 20 jours passés derrière les barreaux, après sa condamnation dans le dossier du financement libyen. Une publication très attendue, mais aussi vivement critiquée. C'est dans une grande librairie parisienne que Nicolas Sarkozy, 70 ans, signe son Journal d'un prisonnier, un ouvrage écrit dans les semaines qui ont suivi sa remise en liberté, le 10 novembre, après 3 semaines de détention à la prison de la Santé. Condamné en septembre à 5 ans de prison dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, l'ancien chef d'État raconte son arrivée en cellule le 21 octobre. Il décrit un choc, un moment de solitude et affirme s'être agenouillé pour prier, persuadé d'être victime d'injustice. Pendant son incarcération, il passe 23 heures par jour en cellule, protégé par 2 officiers de sécurité. Sur son compte X, il confiait la semaine dernière sa joie de reprendre la route pour rencontrer ses lecteurs, affirmant que ce contact lui réjouit tant. Mais certains passages de son livre provoquent déjà la colère. Sarkozy consacre quelques pages aux familles victimes du décès 10 d'Utah, un attentat commis en 1989 par les services libyens et au cœur du procès. Le collectif, les filles du décès 10, se dit affligé et accuse l'ex-président de déformer des faits et de se présenter comme la véritable victime. Pour la justice française, Nicolas Sarkozy a sciemment laissé des collaborateurs solliciter des fonds occultes auprès du régime de Kadhafi. Une décision historique. Jamais dans la Ve République, un ancien président n'avait été placé en détention. Libéré sous contrôle judiciaire, il lui est désormais interdit de quitter la France ou de contacter les autres prévenus, ainsi que certaines personnalités, dont l'actuel ministre de la Justice, Gérard Darmanin. Avec cette parution, Nicolas Sarkozy tente de reprendre la main sur son récit, mais entre critiques, émotions des familles et batailles judiciaires toujours en cours, ce journal d'un prisonnier relance surtout un débat politique et moral qui dépasse largement le cadre littéraire. À Tokyo, le commerce de l'ivoire refait surface sous les projecteurs internationaux. Alors que la vente d'ivoire est interdite dans le monde, le Japon maintient l'un des derniers marchés domestiques légaux, alimentant les inquiétudes des défenseurs de l'environnement. Entre trafic, pression internationale et tradition culturelle, le pays se retrouve de nouveau mis en cause pour son rôle dans la conservation des éléphants. Le Japon est aujourd'hui sous pression. Son marché intérieur de l'ivoire, l'un des derniers au monde encore légal, attire critiques et inquiétudes. Malgré les interdictions internationales, des centaines de kilos d'ivoire quittent toujours le pays, selon des organisations de conservation. Dans les rues chics de Ginza, à Tokyo, Hajime Sasaki tient l'un des magasins où l'ivoire reste exporté en toute légalité. Baguettes chinoises, bijoux, statues bouddhistes, autant d'objets sculptés dans l'ivoire,
un matériau pourtant interdit à l'international depuis plus de 30 ans. Le commerce est autorisé au Japon, mais uniquement à partir de stocks anciens, importés avant l'interdiction mondiale ou achetés lors de rares ventes approuvées par le gouvernement. Pourtant, les données sont alarmantes. Plus de 3600 kilos d'ivoire liés au Japon ont été saisis dans les pays du monde depuis 2008, souvent destinés à la Chine. En 2003, un envoi de 710 pièces d'ivoire aurait été intercepté, révélant selon les experts l'implication d'organisations criminelles dans ce trafic. Plusieurs pays africains ont plaidé pour la fermeture de tous les marchés domestiques restants, sans succès. Le Japon nie toute responsabilité dans le trafic mondial et affirme appliquer des contrôles stricts. Cette position crispe particulièrement la Chine, qui a fermé son marché en 2017. Selon les ONG, le maintien du marché japonais alimente la demande et complique les efforts de Pékin pour réduire la consommation d'ivoire. Historiquement utilisé pour les seaux personnels et les instruments de musique, l'ivoire est aujourd'hui un marché en déclin au Japon. Les boutiques enregistrent 1 à 2 ventes par mois seulement, souvent à des clients âgés. Pourtant, le pays conserve un stock de 250 tonnes, dont une partie pourrait attirer les trafiquants cherchant à alimenter le marché noir asiatique. Entre 10 000 et 15 000 éléphants seraient tués chaque année pour leur défense. Les défenseurs de l'environnement affirment que tout marché légal, même limité, entretient la demande et ouvre la porte à la contrebande. Alors que le monde tente de sauver les éléphants menacés, le Japon demeure l'une des exceptions où l'ivoire circule encore légalement, un choix assumé, mais de plus en plus contesté, qui pourrait placer Tokyo au cœur d'un débat international grandissant. Et sur cette note finale, nous terminons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.